possibilité et j'ai la capacité de les faire. Comment as-tu pu trouver ton équilibre? J'ai eu du mal à conscientiser que c'était deux langues différentes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre troisième invitée. Elle s'appelle Mila. Elle est étudiante en comédie musicale. Issue d'une mixité culturelle franco-japonaise, elle va nous parler de son parcours et comment a-t-elle réussi à se forger sa propre identité et ses propres convictions. Bonjour Mila. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Peux-tu te présenter en quelques phrases à nos auditeurs? Oui. Alors, je m'appelle Mila, j'ai 19 ans, je suis française, japonaise et italienne et je suis étudiante en comédie musicale. Donc je me forme en ce moment à être comédienne, chanteuse, danseuse, en tout cas artiste de spectacle vivant. Mais je suis aussi intéressée par l'art sous toutes ses formes et donc je touche aussi beaucoup à la peinture, à l'écriture, à la photo, la vidéo, enfin plein de choses quoi. Voilà. Ça a l'air très intéressant. Tu dis que donc tu es issu d'une union mixte, Oui. Japon, un peu d'Italie, la France. Mhm. Quelles sont les similitudes entre ces deux cultures et quelles en sont les différences? Alors, c'est deux cultures qui sont quand même très différentes. Voilà, on est quand même d'un bout du monde à l'autre. Donc, je peux pas trop parler de l'Italie parce que j'ai pas trop de connexion avec ce pays-là. Mais malgré le fait que j'ai toujours vécu en France, je connais assez bien le Japon parce que j'y vais tous les ans. Et ces deux pays se ressemblent, qui mettent en valeur leur culture et qui font en sorte que leurs traditions soient transmises et perpétuées. Et en même temps, qui invitent au développement des nouvelles créations. D'ailleurs, je trouve que ces cultures communiquent et il y a quand même une histoire de l'art commune. Mais évidemment, ça reste très différent d'un point de vue social, politique, etc. Parce que je trouve que déjà, la première différence, c'est surtout dans l'ouverture au monde. Parce que le Japon, c'est quand même une île. C'est une île qui a été fermée au reste du monde pendant très longtemps et qui s'est ouverte il y a peut-être 200 ans, alors que, je sais même pas, peut-être moins de 200 ans, alors que la France était au cœur d'une Europe frontalière avec plein d'autres pays. Donc le rapport au reste du monde est très différent. Moi, en tant qu'enfant issu d'une union mixte, ça me concerne quand même parce que je vais au Japon à la fois en tant que japonaise et étrangère. Mais comme le rapport aux étrangers là-bas est hyper particulier, il y a quand même une forme de déséquilibre dans ces rapports-là, je dirais. Et en termes d'éducation, y a-t-il des différences? Quelle éducation as-tu reçue? Alors mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans, donc j'ai toujours grandi avec ma mère et j'allais chez mon père le week-end. Donc on peut dire que j'ai reçu une éducation à la japonaise. Après, c'est à nuancer. Je suis quand même très proche de mon père et ma mère est en France depuis longtemps, donc elle m'a pas inculqué une éducation, disons, standard japonaise, quoi. Après, on va pas faire des généralités sur l'éducation japonaise, mais en tout cas, j'ai été éduquée avec la langue japonaise, avec une culture japonaise. Ma mère elle est journaliste de cinéma, donc j'ai toujours baigné dans le cinéma japonais. Elle m'a toujours emmené voir les pièces des artistes japonais qui se jouaient à Paris. Elle a cuisiné pour moi des plats japonais, donc je suis quand même très attachée à cette culture-là. Et c'est comme si il y a une petite part de moi qui avait grandi par procuration au Japon, quoi. Et du coup, pendant ton enfance, quelle était ta perception de cette mixité ou même de la mixité en général? Est-ce que tu côtoyais des familles, des enfants, d'autres enfants qui étaient aussi issus de couples mixtes? Oui, oui, je pense que j'ai toujours côtoyé autour de moi des enfants qui étaient issus d'unions mixtes. Après, je pense que quand on est enfant, la question se pose beaucoup moins, quoi. Enfin, voir, c'est un peu lointain dans le sens où, quand j'étais petite, le français et le japonais, j'ai eu du mal à conscientiser que c'était deux langues différentes.
et je l'ai fait au bout d'un moment parce que je m'étais dit: «Bah, tiens, mon papa, il parle une langue, ma maman, elle en parle une autre». Enfin, non, mon papa, il utilise tel mot pour parler d'un truc et ma maman, elle utilise un autre mot. Enfin, c'est bizarre, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y avait une forme, d'acceptation de: «Oui, je suis franco-japonaise. Il y a des enfants qui ont d'autres nationalités autour de moi et tout se passe bien». Il y a pas vraiment de questionnement et je pense que les questionnements sont arrivés après, au collège, quoi. Je suis rentrée dans un collège qui avait des classes internationales et du coup, dans ma classe, il y avait une grande majorité de personnes qui étaient issues d'union mixte franco-japonaise. Donc le fait de se retrouver avec toutes ces personnes-là, ça mettait en perspective, nos parcours entre guillemets. Enfin, en tout cas, on pouvait voir comment nous, on avait vécu les choses et se rendre compte que même si on avait grandi avec, c'est un peu bizarre, mais avec les mêmes paramètres, avec un parent français, un autre japonais, bah, c'est voilà, notre rapport à nos pays était très, très différent pour chacun et chacune. Donc ça a amené pas mal de questions. Ok. Et du coup, tu as parlé du collège, donc on va dire ben, la préadolescence, Mmh. l'adolescence. C'est souvent une période de construction, une transition entre l'enfance et la vie d'adulte. Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là, il t'est pas arrivé de ressentir comme une crise d'identité, de dire au fait finalement qui je suis moi? Bah, en fait, je pense que les questions sur l'identité, évidemment, elles ont commencé à ce moment-là, mais elles perdurent encore aujourd'hui, sous une autre forme, bien sûr, mais je prétends à aucun moment de m'être trouvée aujourd'hui, quoi. En revanche, à ce moment-là, plus qu'une crise identitaire, je pense que j'ai traversé une sorte de crise de légitimité, je dirais, parce que, encore une fois, c'était le milieu dans lequel j'étais au collège et au lycée, mais j'étais dans une classe où on préparait le baccalauréat en français et en japonais, donc j'étais avec des personnes qui parlaient parfaitement le japonais et qui le parlaient mieux que moi au début. Et je me disais: «Bah oui, c'est bizarre, enfin, moi j'ai aussi grandi dans 2 cultures, enfin dans ces 2 cultures-là et pourtant j'ai l'impression de moins y arriver que les autres». Donc oui, il y avait une crise de légitimité qui a disparu au bout d'un moment quand j'ai vraiment commencé à travailler la langue, le japonais et que je me suis dit: «Bon, bah, j'ai pas envie de perdre cette culture-là, je vais me battre pour garder ça en moi». Voilà. Au début, tu as dit que tu es déjà allé au Japon plusieurs fois, si j'ai bien compris. Est-ce que Mmh. tu peux nous parler de tes voyages au Japon? D'abord, le premier voyage, tu avais quel âge et comment ça se passe quand tu vas au Japon? Alors, le Japon, j'y suis allée pour la première fois quand j'avais 3 mois, quelque chose comme ça, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et ma maman m'y a beaucoup emmenée, que ce soit avec mon papa ou simplement à 2, bah, de plus en plus en fait. Pendant l'enfance, ça a été des voyages, incroyables où je me sentais chez moi, c'était super beau, toute la famille était, très, très contente de me voir et c'est plus avec le temps que ça a commencé un peu à se corser. D'ailleurs, je suis retournée au Japon cet été et ça faisait, 3 ans avec le covid que j'y étais pas retournée et ça a un peu, confirmé les réflexions que je m'étais faites les dernières fois, où j'y étais allée. Le Japon, c'est un pays très spécial parce que tous mes amis qui y sont allés, qui ne sont pas japonais et qui ont visité m'ont dit: «Mais c'est génial, les Japonais sont hyper hospitaliers, très gentils, on est bien accueillis et tout, c'est un super beau pays et tout» et c'est vrai, mais en tant que personne franco-japonaise, déjà, il y a un terme pour désigner les personnes, issues d'union mixte au Japon, c'est, hafu, qui vient de l'anglais half, qui veut dire, moitié quoi et c'est un terme qui a beaucoup de connotations. Il y a des connotations à la fois positives, c'est-à-dire que les personnes hafu, bah, elles vont facilement avoir une place, médiatique ou, accéder au métier, je sais pas, d'acteur, de présentateur, télé et tout. Mais parce qu'il y a une sorte de fascination malsaine autour des hafu. Et à la fois dans l'espace public, bah, c'est pas hyper bien considéré dans le sens où, ben, moi quand je parlais japonais, il arrivait que les gens me répondent en anglais. Ils le faisaient sans doute par gentillesse, pour pas que j'ai à faire l'effort de parler une langue qui n'était supposément pas la mienne. Or, de mon point de vue, c'est un peu blessant parce que je me suis battue depuis mon enfance pour conserver cette langue qui m'était chère et les gens n'en veulent pas, en fait. Donc imaginez un petit peu aussi en France si c'était la même chose. Si systématiquement les gens parlaient en anglais aux personnes racisées, bah, ce serait quand même problématique, quoi. En fait, je pense surtout que ça pose problème quand on n'est pas né au Japon et qu'on essaye quand même comment on dit, de s'intégrer dans la culture japonaise, dans laquelle il y a pas de place pour nous, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, mes voyages au Japon, c'était super parce que je revois ma famille. Le pays, il est fantastique à visiter. Enfin, il y a vraiment plein de choses incroyables, quoi.
Il faut aller au Japon. Mais de mon point de vue, en tant que hafu, c'est très douloureux aussi dans la façon dont je suis acceptée ou non dans ma famille. D'autant plus que là, avec le Covid, il y avait vraiment une forme de panique au Japon. Là, par exemple, le masque n'est plus du tout obligatoire dans le pays, mais tout le monde le porte. Alors qu'en France, dès le moment où le masque a été déclaré comme plus nécessaire, plus personne le portait, quoi. Et donc, il y avait une vraie peur du Covid. Il y avait un peu l'idée que les étrangers ramenaient le Covid dans le pays. Et il faut savoir que physiquement, je suis pas très typée japonaise, quoi. Souvent, les gens ne devinent pas mon origine. Donc, je sais que quand moi, avec ma tête de, entre guillemets, pas japonaise, j'étais dans le métro, il y a des gens qui prenaient peur. Il y a des gens, enfin, il y a des moments où le train était bondé et il y a personne qui s'essayait à côté de moi. On me regardait tout le temps. Donc déjà que le Japon a une histoire particulière avec le monde qui lui est étranger, là, avec le Covid, ça a creusé le fossé avec le reste du monde, je trouve. Si j'ai bien compris, cette mixité, tu le vis plus quand tu es au Japon qu'ici, en fait. Bah, on m'y ramène en permanence, en fait. J'ai pas pu oublier une seconde que j'étais pas complètement japonaise quand j'étais au Japon. Ici, en France, ben, quelles sont les activités qui ont un rapport avec le Japon voilà, que tu fais ici? Alors, mon activité principale, c'est être comédienne de comédie musicale. Après, pour le moment, ça n'a pas encore eu de rapport direct avec le Japon, même si dans mes ambitions personnelles, j'aimerais peut-être un jour pouvoir connecter ces deux cultures dans mon art. Mais oui, dans mes projets artistiques, la seule chose que j'ai faite en rapport avec le Japon, c'était cette année en janvier. J'ai pu être présentatrice d'une émission assez connue au Japon qui faisait un épisode sur Paris. Donc là, pour le coup, être half, ça a joué en ma faveur. Et donc j'ai pu accéder, comme je disais tout à l'heure, à ce poste médiatisé, quoi. Mais à part cette émission, je travaille aussi dans le domaine de la traduction. Après, je travaille effectivement en français et en japonais, mais pour être honnête, la majeure partie de ce que je fais, c'est de la traduction français-anglais. Je traduis des livres de fiction de l'anglais au français. En fait, c'est parti initialement de l'assistanat pour ma maman, qui est journaliste. Et ça a commencé quand je l'ai accompagnée sur des festivals et qu'elle avait besoin pour des interviews d'interprètes ou pour poser des questions en conférence de presse quand il fallait parler anglais. Donc ça a commencé comme ça, petit à petit. Puis il y a des collègues à elle qui m'ont transmis des textes à traduire et tout. Donc ça s'est fait comme ça, quoi. Une richesse linguistique finalement, à part le japonais que Ah, tu j'aime beaucoup les maîtrises. langues, ouais. Ouais, le français, il y a aussi l'anglais, mais ouais, c'est génial. En préparant ce podcast, tu m'as parlé de plusieurs combats qui te tiennent à cœur en tant que jeune femme citoyenne française. Peux-tu nous en parler? Oui, j'appellerais pas ça non plus des combats dans le sens où je me considère ni, ni militante, ni... Enfin, je vais pas manifester, je relaye pas d'informations sur les réseaux sociaux, je suis pas dans des assos. Par contre, c'est plus des questionnements et des réflexions personnelles. Et enfin, une envie de m'éduquer à certains sujets. Sujets comme le fait de remettre en question le système capitaliste, par exemple, ou les problèmes d'écologie, ou le patriarcat, parce que je pense quand même qu'il y a une forme de liaison entre tous ces sujets. Et donc voilà, c'est surtout une envie de m'éduquer. Au-delà de ça, d'un point de vue plus personnel, je suis pas assez experte encore pour pouvoir développer ici sur tous ces sujets. Enfin, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais malgré tout, il y a quand même un sujet que je maîtrise. Je peux partir de moi et dire qu'il y a notamment un questionnement identitaire et notamment d'identité de genre. Et pour moi, tout questionnement identitaire est aussi politique. Donc c'est, on va dire, en ce sens-là que j'imagine que je mène un combat, quoi. Et donc, oui, je me pose des questions sur mon identité de genre depuis un bon moment. Et ça s'est ouvert, je pense, notamment parce que le milieu de la comédie musicale, c'est un milieu très queer. C'est un milieu dans lequel on soulève beaucoup de questions, justement, sur les identités de genre, sur la sexualité, etc. Et c'est cet entourage-là, je pense, qui m'a permis de mettre des mots dessus, on va dire. Je pense qu'un jour, ça pourra évoluer dans le fait de vraiment t'engager cette fois-ci de façon officielle dans des combats, dans les associations qui luttent pour cette cause ou même dans un parti politique. Oui, sans doute. En fait, je pense que c'est surtout une question de moment de vie. C'est des choses que j'ai envie de faire, mais je sens que pour moi, c'est pas le moment. C'est simplement ça. Et oui, effectivement, j'aimerais beaucoup rejoindre des assos, participer plus activement,
voire comme je suis dans un métier dans lequel on véhicule quand même des messages, qu'on le veuille ou non, voilà, si je peux être responsable des choses que j'ai envie de dire, oui, ça m'intéresserait d'inclure ça dans ma pratique artistique, quoi. Est-ce que tu as des modèles, des personnes influentes qui t'inspirent, des personnes connues qui sont pour toi des modèles d'inspiration dans ton quotidien? J'ai jamais vraiment eu d'idole dans ma vie ou de grandes stars que j'adulais par-dessus tout, donc je pense que je fonctionne peut-être pas comme ça. En revanche, mes modèles, c'est sans doute les gens de mon entourage qui eux aussi font cette démarche de se poser des questions sur le système dans lequel ils évoluent. Mais en termes de personnalité publique, il y a personne pour moi qui joue ce rôle. Pour moi, hein. Après, il y a quand même des démarches qui me plaisent. Par exemple, je sais pas si tu connais RuPaul's Drag Race. C'est une émission de drague. Ok, Bah en fait, ça comme démarche, ça me plaît pas mal. Donc c'est une compétition de drag queen. C'est des personnes qui vont reprendre des codes associés aux archétypes de féminité, avec des très grands guillemets quand même, et vont se maquiller, s'habiller et performer en fait lors d'une compétition. Donc ces personnes-là remettent en question les normes de genre et elles en font découler une création artistique hyper joyeuse et hyper festive. Donc ça, c'est une démarche très exubérante et c'est une démonstration de liberté folle et de créativité. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. ça, ce sont des choses qui t'inspirent. Oui, énormément. De me dire, ah, il y a une partie de soi-même qu'on peut prendre, qui d'ailleurs peut être stigmatisée pas dans d'autres contextes, et en faire quelque chose de beau et une expression de soi et d'inspiration. Ça me parle beaucoup. Qui t'a inspiré tous ces réflexions, finalement? Honnêtement, c'est pas vraiment des événements particuliers. Je pense que c'est surtout des rencontres. Le fait de côtoyer certaines personnes, certains milieux. Et puis les réseaux sociaux, c'est nocif en plein de choses, mais ça permet aussi de s'éduquer et d'avoir accès aux pensées et aux réflexions de plein de personnes. Donc non, il n'y a pas d'événement marquant. Après, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux dans l'absolu. Voilà, je m'intéresse à plein de choses différentes et j'aime me renseigner sur les choses que je connais pas. Donc je pense que c'est plus une démarche générale. Lors de notre échange, là, tu nous disais au début que le Japon, c'est un pays qui s'est ouvert au monde il y a pas très longtemps. Je dis pas très longtemps, mais 200 ans, mais Mhm. bon, c'est quand même, c'est pas beaucoup par rapport, tu C'est le très disais, peu, ouais. c'est très peu par rapport aux autres pays et surtout à la France, qui a toujours été au cœur de l'histoire. Quand tu es au Japon, est-ce qu'il y a des sujets comme, par exemple, là, la question du genre ou même l'écologie, hein, on peut parler de tout ça. Est-ce qu'il y a des Mhm. sujets qui, pour le moment, ne passent pas dans les mœurs japonaise ou voilà. Ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Il y a quand même un dialogue autour de ça. Mais dans les faits, je prends l'exemple de cet été, encore une fois, quand j'étais au Japon, j'ai décidé de ne pas porter de soutien-gorge ni de m'épiler les aisselles, quoi. Et ça a eu l'air de poser beaucoup de problèmes. Donc, il y a des choses comme ça qui sont pas encore très acceptées. Pourtant, c'est pas non plus un acte de revendication démesurée, quoi. Et dans un même temps, dans la rue, il va y avoir des affiches disant on soutient les communautés queer, etc. Mais en fait, tout ça, ça reste vachement en façade. C'est presque utilisé comme un argument de publicitaire ou de promotion pour dire on est ouvert, c'est de la com, quoi. Pareil, pour l'écologie, il y a beaucoup de messages pour dire protégeons la planète. Le Japon, ils font plein d'actions extrêmes de tri. Leur système de tri, il est hyper complexe et précis. Et d'un autre côté, ils vont laisser la clim hyper forte tout l'été. Donc il y a une chaleur immense dehors, mais à l'intérieur, on se les gèle, quoi. Quand on va au supermarché, ils vous donnent 15 sacs alors qu'on leur dit qu'on n'en a pas besoin. Enfin, il y a des trucs comme ça super disproportionnés parce que je pense encore une fois que l'écologie, mais pas qu'au Japon, mais c'est aussi le cas au Japon, on va dire, bah c'est utilisé comme un argument de com. Comment toi, tu trouves ton équilibre? Par exemple, tu nous parles de ce séjour, ce dernier séjour que tu as passé dernièrement. Comment as-tu pu trouver ton équilibre du coup? J'ai eu du mal parce que je me disais, j'entre dans une culture qui est particulière, qui a ses codes. En fait, il y a vraiment une culture au Japon du ne pas déranger. Les gens portent des soutiens-gorge, ils s'épilent pour, entre guillemets, ne pas déranger l'entourage, parce que ça peut être considéré comme sale ou dégoûtant. Donc il y a vraiment cette culture du je vais me faire tout petit et faire en sorte de poser le moins de désagréments possible pour mon entourage. Donc moi j'arrive au Japon avec toutes mes convictions, je me dis que j'ai envie d'être qui je suis, d'être confortable dans mon corps et en même temps
je me dis que je dois m'assimiler à une certaine culture et c'est quand même une forme de respect que de suivre, les codes d'une société dans laquelle on met les pieds. Donc j'ai eu du mal à trouver cet équilibre. Au final, je me suis quand même dit que ces codes-là, en l'occurrence, ne me plaisaient pas du tout et soutenaient une idéologie qui ne me plaît pas. Donc j'ai décidé de faire comme j'en avais envie. Mais la question se pose quand même. Même maintenant, je sais pas si c'était la bonne décision en fait, c'était à cet instant T, à ce moment-là de ma vie, j'ai fait ça, mais il y a pas de bonne solution, heu, par rapport à cette situation, quoi. Et je tiens à dire que les gens autour de moi ont quand même survécu dans le métro, que j'ai un soutien-gorge ou non. Voilà, Comme donc quoi, voilà. c'est vaincre en fait le regard de l'autre. C'est Mmh mh. vaincre, voilà, se dire que voilà, mes choix, ce sont mes choix. Ça n'a rien à Mmh. voir avec ce que l'autre pense de moi et peu importe qui est cet autre, finalement. C'est à peu près ça. Et toi, Complètement. ton regard à toi sur la vie, sur le monde, penses-tu que ça aurait été différent si tu n'avais pas eu, moi je vais appeler ça cette chance, Mmh. d'avoir ce parcours, enfin, le fait d'avoir côtoyé ces deux cultures, ces deux mondes. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cela, aurais-tu eu le même regard sur la vie, sur le monde, sur les autres même finalement? Heu, Certainement pas. Effectivement, c'est une chance et je le sais et ça, je le remets absolument pas en question et je suis très, très, très heureuse d'avoir grandi avec ces 2 cultures. Ça m'a appris à me battre pour ce qui m'intéressait. Par exemple, le fait d'avoir été dans ce cursus très élitiste et exigeant, de passer le baccalauréat en 2 langues, je l'ai fait parce que ça avait de l'importance pour moi et du coup, je me suis toujours dit: «Bah, les choses qui me tiennent à cœur, j'ai la possibilité et j'ai la capacité de les faire». Donc d'un point de vue, de parcours de vie et de carrière, j'aurais peut-être pas été artiste si j'avais pas eu ces 2 cultures. Parce que là, j'ai vraiment fait le choix de prendre un chemin de vie qui n'est pas forcément évident, mais qui me plaît plus que tout. Donc, en ce sens, ça a une importance. Ça a une importance aussi par rapport au fait de s'ouvrir aux autres cultures. Enfin, c'est même pas une question pour moi de dire que chaque être humain est égal aux autres. Enfin, c'est une évidence. Penses-tu qu'on est plus avantagé à être ouvert à d'autres cultures parce qu'on est issu de plusieurs cultures et que c'est plus difficile quand justement toute la lignée de la quatrième, cinquième génération d'ascendants Mhm. est purement d'une seule culture? Je pense que c'est une opportunité de toucher à plusieurs cultures. C'est un peu la preuve, ou du moins, ça permet de faire l'expérience du fait que aucune culture ne prend le dessus sur une autre, en fait. Enfin, on part de cette idée-là comme base, en fait, quand on est issu d'une union mixte, à mon sens. Du coup, ça amène forcément à se dire, bah oui, toutes les cultures se valent, elles sont intéressantes, elles sont riches, elles se nourrissent, donc oui, c'est plus facile de s'ouvrir aux autres dans ce cas-là. Après, qu'on soit issu d'une union mixte ou non, c'est une réflexion qui devrait être normalisée. Et puis, je pense que aussi, même s'il peut y avoir une peur ou une méfiance autour d'une culture qu'on ne connaît pas, j'ai quand même l'impression que malheureusement, ça s'arrête pas non plus uniquement à ça et que ça s'étend à plein d'autres formes de stigmatisation. Donc c'est malheureusement beaucoup plus large que ça. Donc évidemment, les cultures, c'est un point de départ, mais il y a un constat assez évident qu'il existe des peurs autour de plein de personnes dans la société. Et après, au-delà de la culture, il y a chaque individu en fait est unique. En fait, c'est pas parce que quelqu'un voilà est japonais ou je sais pas congolais ou quoi Mhm. que ça veut dire que et cette personne est coincée dans une seule vision de la vie. Enfin, Mais, et surtout, on se définit pas uniquement par ça. C'est une part de nous-mêmes, une origine, enfin, ou autre chose. Et mais nous, en tant qu'êtres humains, on est bien plus large que ça, quoi. et tu en es la preuve du coup parce que voilà, élevé par ta maman et finalement les combats que tu portes aujourd'hui sont pas ceux que ta mère a portés ni celles de ton Absolument. père. Voilà, ça c'est ton histoire à toi et à toi Oui. seul. Donc on peut pas limiter quelqu'un, enfin en tout cas stigmatiser ou limiter quelqu'un que par son origine ou sa culture. Je voulais aussi ajouter que c'est entre guillemets facile pour moi de porter ce discours de tolérance dans la mesure où j'ai toujours été dans des milieux qui étaient très ouverts aux différentes cultures. Et en plus, encore une fois, il se trouve que je suis typée assez caucasienne. Donc j'ai jamais été face à une forme de racisme quelconque en France, jamais. Donc je suis à milieu d'imaginer ce que des personnes stigmatisées peuvent vivre au quotidien. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les personnes qui traversent ça de façon systématique. Mila, ça a été vraiment enrichissant cet échange que nous avons eu, toi et moi, et j'espère vraiment que Mhm. beaucoup d'auditeurs se sont
retrouver dans ce que tu racontes, aurais-tu un message ou par rapport à tout ce qu'on a échangé aujourd'hui que tu voudrais faire passer à nos auditeurs? C'est dur. Ben, ça va, ça va être un peu bateau, mais j'aimerais que chacun et chacune soit vraiment curieuse du monde qui l'entoure, parce que je pense que c'est ça qui est la plus grande richesse, qu'on soit né à la croisée de plusieurs cultures ou non. Ça, c'est une porte d'entrée, mais tout le monde a le pouvoir, la capacité, quoi, d'aller se renseigner, d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter avec plein de personnes différentes. Et déjà, ça peut faire vachement de bien. Et puis, ça peut ouvrir des chemins de vie inattendus, en fait, des parcours, des nouvelles passions. Donc je souhaite que chacun et chacune trouve son chemin et son équilibre dans le monde en suivant ses intuitions et sa curiosité, quoi. Merci Mila. Merci à toi. En fait, tu as tes réseaux sociaux. Est-ce que tu veux parler de ta comédie musicale? Est-ce que tu veux... Alors, mes réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. J'ai des noms pas faciles dessus. Donc j'ai peur qu'à l'oral, ce soit pas hyper, pas très compréhensible. Mais après, vous pourrez sans doute les retrouver sur la page du podcast. Mais pour vous parler un peu de mes projets artistiques, actuellement, je travaille sur plusieurs projets de création. Donc déjà, comme je suis en dernière année dans mon école, on a plusieurs projets de gros spectacles. Mais plus personnellement, je travaille avec un trio de cabaret qui s'appelle Sweet Cabaret. Et on présente plein de numéros de comédie musicale en français, en anglais, avec de la danse, du chant, des claquettes, etc. J'ai aussi un projet de spectacle jeune public qui va bientôt débuter dans le courant, disons mars de l'année prochaine. Donc ça s'appelle L'école des fantômes. Ça aborde la question des réseaux sociaux, de l'adolescence, tout ça dans un monde un peu onirique, parce que ça se passe dans une école un peu spéciale avec des fantômes. Mais c'est à partir de 6 ans, donc ça fait pas trop peur et ça reste assez drôle et léger. Et voilà, je pense que ça peut être fun pour petits et grands, quoi. Et donc ça, c'est un spectacle musical. Et enfin, je suis en train de travailler sur un projet d'adaptation et de mise en scène d'un roman qui s'appelle Le Garde du cœur de Françoise Sagan. Et je fais ça avec un ami parce qu'on est en train de monter un collectif de théâtre avec des gens de ma classe. Donc voilà. Voilà. D'accord. Ça, c'est mes Plein de 3 projets. projets en tout cas. Plein de projets. Ben, du coup, à nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur tes projets, sur la comédie musicale, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien en description, le lien de tes réseaux sociaux. Comme ça, les personnes qui ont envie de te contacter ou qui souhaitent, même, on ne sait jamais, un partenariat ou te soutenir ou juste voilà, savoir où tu en es par rapport à tes activités artistiques. N'hésitez pas, en tout cas, je mets le lien en description. Encore une fois, merci Mila. Merci à toi, Pourquoi pas une prochaine fois pour approfondir certains thèmes? avec grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast. C'était une toute première pour moi et c'était une super expérience. Donc merci beaucoup. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!